C'est là que j'ai réalisé que j'atteindrais pas mes objectifs avec un duplex en prenant mon temps de le payer puis d'avoir des revenus nets. Il est arrivé une chance où il y a un gros joueur qui est arrivé, m'a fait une excellente offre que j'ai pas pu refuser. Mais là, je me suis posé la question, comment qu'ils font le monde? Et là, le déclic est arrivé. Mais ça, cet effet-là, tellement peu de gens la comprennent. Là. Le meilleur conseil qui va changer ta vie, tu sais pas d'où ce qui peut venir. Non. Il peut venir de la personne qui vide les poubelles. Fait que si t'es fermé à écouter ça, c'est toi que tu brimes. À l'école, ils t'apprennent vraiment pas ça. Ils t'apprennent pas la valeur de l'argent dans le temps. Ils t'apprennent pas les effets de levier. Ils t'apprennent pas comment le monde réussisse pour s'enrichir. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du collège et également investisseur immobilier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Messier. On est ici directement à Sherbrooke, d'ailleurs dans une de mes salles de consultation publique pour mon entreprise en développement immobilier. Et on va vraiment avoir une discussion passionnante. Je ne m'attendais pas du tout à aller dans cette voie-là. Vous allez voir, c'est un épisode très différent de la plupart des retours sur l'investissement. On y va deep, là. On y va profondément. On va parler bien sûr du début de Jonathan comme investisseur immobilier ici à Sherbrooke, mais on va assez rapidement rentrer dans la philosophie et la psychologie de l'investissement immobilier et même de notre culture québécoise face à la richesse, à l'immobilier et à l'investissement. Vraiment, prenez-vous un petit verre, prenez-vous un café, prenez-vous un thé, installez-vous et vous allez voir, vous allez apprécier cet épisode. Salut Joe, ça va? Ça va bien, Nick, toi? Très, très bien. Fait que bienvenue. Là, aujourd'hui, on fait un tournage à un endroit spécial, mais quand même. Bienvenue à Retour sur l'investissement. Merci. T'as pas eu à aller trop loin parce qu'on est à Sherbrooke, puis t'es un investisseur à Sherbrooke. Exactement, 10 minutes pour être 10 exact. minutes, exact. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'investissement immobilier au départ? Je te dirais que c'est vraiment mon cercle familial. Ah ouais, ok. Mes oncles, mon père ont été dans l'immobilier. Fait que pour moi, c'était un naturel. Ça a pris quand même un certain temps. Comme beaucoup d'entre nous, là, j'ai hésité longtemps avant de faire les premiers pas. Mais pour moi, c'est devenu un move naturel avec les années de dire c'est ça que je veux faire. Pour être honnête, en 2022, j'ai fait mon premier achat, un duplex, sur un coup de tête pour améliorer mon futur. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'atteindrais pas mes objectifs avec un duplex en prenant mon temps de le payer puis d'avoir des revenus nets. C'est là qu'une personne du monde des affaires m'a dit, ben écoute, Jonathan, il y a vraiment plus d'opportunités au niveau business. Puis pour combler mon besoin d'entrepreneuriat, j'ai fait l'acquisition d'une business. OK. Ensuite de ça, il est arrivé une chance où il y a un gros joueur qui est arrivé, m'a fait une excellente offre que j'ai pas pu refuser. Fait que ensuite de ça, c'est là que je me suis retourné vers l'immobilier pour une deuxième fois. Mais là, je me suis posé la question, comment qu'ils font le monde? Il y a du monde qui réussissent là-dedans. J'ai été au courant, mais je savais pas comment. Puis c'est là que j'ai tombé sur les vidéos de la MREX, puis c'est là que j'ai commencé à consommer les vidéos un après l'autre jusqu'à temps de me rendre à un bootcamp, puis ensuite à m'inscrire au CMFE. Ça, c'était en début, je pense que c'était l'hiver, soit fin 2022, début 2023. Ouais, OK. Fait que... C'est spécial, hein? Tu sais, une fois qu'on est dans l'immobilier, puis là, on commence, tu sais, là, t'as acheté plusieurs immeubles depuis, là, mais c'est spécial à quel point que souvent, pour les gens qui n'ont pas encore fait beaucoup d'investissements immobiliers ou qui ne sont pas issus de ce domaine-là, c'est dur pour eux de comprendre comment ça se peut. Parce que, tu sais, sûrement comme toi au départ, tu achètes un duplex, puis là, t'as pas besoin de faire beaucoup de calculs savants pour faire comme, être riche dans peut-être 3 vies, puis... Même dans 25 ans, je vais commencer à faire de l'argent un petit peu. C'est pas la mer à boire, là, tu sais. Non, puis écoute, c'est exactement ce raisonnement-là, amené à force, j'ai quand même un esprit mathématique, je faisais des calculs, puis je me disais... Il y a de quoi j'ai pas compris. C'est ça, exactement. C'est exactement la bonne formulation. Il y a quoi j'ai pas compris, puis je vais aller chercher ailleurs.
Je suis arrivé dans un timing aussi, début COVID. Oui, ça a été un bon move pour mon duplex parce que j'ai été traîner ma valeur tout de suite montée. Sauf qu'après ça, j'étais comme, bon, ben, comment je fais pour faire de quoi de next? Là? Ça va me prendre 10 ans avant d'être capable de faire l'acquisition d'un autre immeuble. Puis j'ai quand même commencé tard. J'avais ma maison. J'étais comme, faut que je change de quoi? Ça fonctionne pas. Je vois pas la possibilité d'atteindre mes objectifs si je fonctionne de cette façon-là. Fait que c'est là que j'ai été chercher l'information, de la formation. Puis c'est sûr, ma passion de l'apprentissage, c'est quelque chose qui me servait à tous les jours. Je suis quelqu'un qui aime ça apprendre, qui aime ça comprendre, qui est très curieux de nature, puis qu'il n'a pas peur d'avoir l'air ridicule par ses questions pour être sûr qu'il a compris. Je pense que c'est une de mes forces. Que je suis capable de poser des questions, même si certains, tu sais, quand on est adulte, moi, je trouve que c'est une des différences entre l'apprentisseur qui est très jeune puis celui un petit peu plus vieux. On a notre image de soi qui est beaucoup plus forte et présente, puis qui va un peu nous stopper par la peur du ridicule, par la peur de paraître non connaissant ou un petit peu imbécile, ben de vraiment aller valider si on comprend. Ouais, l'ego. L'ego, le sentiment, la peur d'infériorité. Exact. Parce que, tu sais, on a tous, comme tu dis, un ego. On a une image à projeter, puis ça vient tellement fort que souvent, ça nous bloque, peu importe ce qu'on veut faire. C'est clair. Ça me fait penser à une histoire. J'ai eu la chance pendant plusieurs années de m'entretenir personnellement, puis dans le fond, de déjeuner avec un milliardaire canadien. À toutes les fois qu'il venait à Québec, dans ce temps-là, j'habitais à Québec, là, je serais en 2020, souvent, il m'invitait à déjeuner. Puis j'allais déjeuner avec, tu sais, pendant genre 2 heures et demie, tu sais, vraiment. Puis il prenait le temps, on jasait ensemble. Puis c'est drôle parce que je me rappelle la première fois qu'il m'avait contacté sur LinkedIn. Je pensais que c'était une blague. Le gars, il est milliardaire. Il a un nom connu. C'est ça. C'est le fondateur d'un REIT canadien, dans le fond, qui ont, je sais pas, 50 000 logements à cette heure. Puis il m'a contacté, puis je pensais que c'était une blague. J'étais au Mexique, j'étais sur la plage, puis j'étais comme, mais non, ça se peut pas. Là, comme... Fait que finalement, c'était vrai, c'était vraiment lui. Puis, un catfish, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'était un catfish, c'est ça. Non, c'est vraiment lui. C'était pas un richonque africain ou rien. Là, puis, fait que finalement, ben, quand il venait à Québec, il m'invitait à déjeuner. Puis, j'ai eu beaucoup de discussions avec sur l'immobilier, la vie, le monde des affaires. Puis, ce qui m'avait vraiment frappé dans ces discussions-là, c'était justement à quel point il n'y avait pas d'ego. Ça m'avait frappé. Puis, on s'entend, j'ai la chance de passer du temps one-on-one. Il n'y a personne d'autre. Là. Juste moi et lui, on déjeunait comme deux amis. Le gars doit valoir, je sais pas moi, 1,8 milliard. Il a bâti ça de zéro avec son frère. Ils sont partis de Calgary, je pense, avec un genre de 6 ou 8 logements. Puis ils sont milliardaires aujourd'hui. Puis son humilité, le fait qu'il n'y avait pas d'ego, sa curiosité intellectuelle. Puis je me rappelle à la fin du premier déjeuner, ça a duré peut-être. Moi, je pensais que j'en avais pour 1 heure, puis tu sais, qu'il allait se dépêcher, puis qu'il y avait d'autres choses. On s'entend, le gars, il gère une business qui vaut encore plus de milliards, là, tu sais. Puis finalement, il a vraiment pris son temps. Je me suis jamais senti pressé. Même que rendu après un bout de temps, je me sentais quasiment mal. J'étais comme, tu sais, je te retiens-tu? Puis comme, non, la discussion m'intéresse, puis j'aime le moment. Puis à la fin, tu sais, je le remercie, puis il dit non, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie d'avoir pris ce temps-là avec moi. Ça m'aide vraiment, les choses que tu avais à dire. Puis je me rappelle, j'ai dit, voyons, Sam, c'est toi qui as pris quelque chose. C'est un cadeau pour moi en ce moment. Là. C'est incroyable. Là. Puis comme non, c'est autant un cadeau pour moi que ça l'est pour toi. Puis j'ai compris à ce moment-là. Puis j'ai eu d'autres rencontres avec des gens ayant très réussi dans le monde. Là. Que ce soit d'autres milliardaires ou des gens qui, tu sais, on s'entend la réussite, c'est pas juste d'être milliardaire, mais d'autres gens qui ont vraiment réussi. Puis je me suis aperçu au fil du temps que ces gens-là ont tous un trait commun. Puis c'est cette humilité-là. L'humilité d'être capable de mettre son ego de côté, de ne pas être dans l'insécurité, de ne pas avoir peur d'avoir de l'air fou, puis de ne pas savoir quelque chose,
Puis de savoir peut-être que oui, tu es inférieur dans quelque chose. Puis c'est dur à comprendre, on dirait, parce que, bon, je suis quand même quelqu'un qui a eu une certaine réussite, moi aussi, en affaires puis en immobilier. Mais comme dans tout, il y a toujours quelqu'un qui a réussi plus que toi, puis beaucoup plus que toi-même. C'est sûr. Puis, mais ça reste que on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre. Puis c'est vrai qu'il y a des milliardaires qui ont quelque chose à apprendre de moi, même s'ils sont milliardaires de l'immobilier. Puis c'est la même chose, je le dis, exemple, dans la meute, quand les gens arrivent dans la meute, puis où des fois, des gens veulent faire leur demande d'admission. Puis tu sais, dans la meute, il y a des gens qui sont débutants, qui n'ont pas d'immeuble. Il y en a qui commencent, ils se disent, on y va all-in. Zéro porte, on commence all-in. Il y en a d'autres qui ont un peu d'expérience. Il y en a d'autres qui sont très expérimentés, qui ont déjà 500 portes. Puis ça arrive parfois qu'il y a du monde qui ont justement 50 de logements ou 500 logements. Puis ils me disent, ouais, mais c'est qui est là-dedans? Ben, il y a tout le monde dans ça, dans le groupe. Il y a des débutants, il y a des gens très avancés. Ouais, mais tu sais, moi, je cherche plus de quoi avec du monde vraiment avancé. Puis je les challenge. Je leur dis, je comprends. Je comprends, moi aussi, tu sais, je veux passer du temps avec des gens qui vont me challenger, que c'est sûr que si j'ai le choix de passer ma soirée avec une soirée avec des gens qui sont débutants en immobilier, je vais préférer passer ma soirée avec des gens qui ont tous des fonds, des REIT à la bourse. Tu sais, je risque d'aller chercher quelque chose de plus. Mais si quelqu'un est dans la meute puis il a décidé de s'inscrire puis qu'on l'a accepté, même s'il est débutant, ça veut dire qu'il doit avoir quelque chose. C'est pas un débutant, tu sais, dans le sens que mentalement, il a peut-être réussi en affaires, mais qu'il n'était pas le champ immobilier, ou peut-être qu'il n'était pas immobilier parce que ça ne l'intéressait pas, puis là, aujourd'hui, ça l'intéresse, mais c'est quelqu'un de brillant ou d'expérimenté dans autre chose. Puis ça me fait. Je raconte toujours cette histoire-là de ce milliardaire-là que si tu veux réussir, tu dois maintenir cet esprit d'ouverture-là, puis d'humilité-là, puis d'être curieux intellectuellement. Puis des fois, exemple, dans la meute, tu peux avoir 1000 portes, mais la chose que tu vas apprendre le plus dans ton 6 mois avec tes 29 autres loups ou 20 ou 30 autres loups, c'est peut-être de la personne qui avait le moins de logements dans le groupe. Exact. Parce que je suis 100% d'accord avec toi. Puis même quand j'étais un jeune professionnel en gestion industrielle, je me plaignais de mes frustrations, puis mes déceptions. Puis là, à un moment donné, c'est le concierge de la place qui venait faire le ménage. Puis vraiment quelqu'un, par exemple, de profond, avec une maturité pour son âge. Puis là, à un moment donné, il dit, moi, je vais te dire une affaire. Il dit, si tu n'es pas capable de régler tes problèmes aujourd'hui, tu ne seras pas plus capable de les régler ailleurs ou demain. Fait que, tu sais, sur le coup, moi, j'étais comme, t'es qui, toi, pour me dire ça? Après ça, un peu, quand l'ego est parti, j'ai dit, effectivement, il a très raison. Puis c'est devenu un mes guidelines. Fait que, en t'écoutant, je suis 100%, je suis à la même place que toi. Le meilleur conseil qui va changer ta vie, tu sais pas d'où ce qui peut venir. Non. Il peut venir de la personne qui vide les poubelles. Fait que si t'es fermé à écouter ça, ben c'est toi que tu brimes là-dedans. Exact. Il y a du monde, là, je les vois après un cours ou un certificat ou une retraite de la meute qui sont débutants, puis ils viennent de catcher des affaires, qu'il y a du monde que ça fait 20 ans qu'ils font de l'immobilier, là, qui n'ont pas encore catché. Là. Non. Puis, fait que ça, c'est vraiment un point important. C'est quoi, ça me fait penser, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, on s'entend, il y a beaucoup de genres, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de différents niveaux de l'immobilier, puis avec différentes ambitions. Tu sais, tu disais tantôt, là, il y a de quoi qui me manquait, là, avec mon duplex, que j'étais comme, je comprends pas comment que les gens font pour s'enrichir ou atteindre la liberté financière, tout ça. Puis là, tu es venu faire le certificat d'ingénierie financière au collège. C'est quoi la chose, c'était quoi le déclic? C'est quoi la chose que tu as faite? OK, là, j'ai compris, là. C'était ça qui me manquait. Tu sais, c'était une chose ou c'était une addition de plusieurs connaissances? Parce que c'est vraiment une addition, mais c'est vraiment en faisant un peu le bootcamp que ça t'ouvre les yeux. Puis je suis quelqu'un qui est très critique. Là. Tu sais, si je sens qu'on est en train de me bourrer, je décroche Ouais. instantanément. Puis c'était pas le cas avec la formation MREX. C'est qu'à un moment donné, que ce soit la carte interactive, que ce soit telle affaire, que ce soit au niveau des ratios économiques, de la stratégie de capitalisation. Fait qu'à un moment donné, je suis le genre de gars qui, après ça, va aller étudier, Ouais. m'informer ailleurs. On va tout le stacker ensemble. Je vais tout le stacker, puis après ça, je vais faire, OK, c'est très crédible, c'est logique, ça fait du sens. Fait que pour moi, c'est comme, je suis all-in Ouais. dès le premier jour, après le bootcamp.
c'était clair pour moi que MREX fit avec mes croyances, que c'est crédible. Je pense que c'est quoi pour moi, puis ça a été quand même assez clair, mais c'est pas un élément, c'est un tas d'éléments en même temps qui est arrivé. Parce que moi, je me rappelle la journée que j'ai compris. Tu sais, on parle de l'effet de levier. Puis on parle de ça comme une généralité, tu sais. Puis c'est facile à se faire. Nous, mettons, on fait de l'immobilier, fait que l'effet de levier, tu sais, on sait ce que ça veut dire. Puis tu sais, là, on est dans une salle, les gens peut-être le voient pas. C'est une salle de mon autre entreprise, Fiabrook, pour un projet que je suis en train de faire, un projet de développement. J'ai un terrain, je suis en train de le rezoner. On va faire presque 1000 logements là-dessus. Puis moi, je fais beaucoup de consultations publiques en amont. J'ai une stratégie très différente de beaucoup d'investisseurs puis de développeurs. Puis une des raisons pour qu'on a plein de fiches de photos, tu sais, on a un là qui est densité douce, par exemple. C'est quoi ça veut dire? Tu sais, où les gens vont dire c'est trop haut, mais c'est quoi ça veut dire trop haut? Puis c'est là que c'est important parce que les humains, on n'a pas toujours la même image dans notre tête par rapport à un mot. Tu sais, exemple, la densification. Pour des gars comme nous, du moins pour moi, la densification, c'est positif. L'image que j'ai dans ma tête est positive. Ça veut dire qu'on arrête d'étaler. Ça veut dire qu'on peut faire plus de logements, donc des logements plus abordables. On peut faire des signatures architecturales. Fait que pour moi, c'est positif. Mais exemple, pour Monique, ma fameuse Monique du bout de cave, pour les gens qui ont déjà fait un bout de cave, Monique, elle, c'est pas ça que ça veut dire dans sa tête. L'image qu'elle a, c'est une monstruosité. Qui va cacher le soleil. Qui va cacher le soleil, qui va créer des corridors de vent, qui est inhumain et vitré comme les tours à bureau à Montréal. T'sais, c'est ça que ça veut dire pour Monique. Ouais. Et c'est là que c'est important, des fois, comment on communique, ou des fois aussi, exemple, dans comment on éduque les gens. Puis moi, ça a toujours été très important. C'est pour ça qu'on a toujours une approche pédagogique, je pense, poussée au collège. Parce que c'est quoi ça veut dire? T'sais, l'effet de levier, pour nous, là, on le comprend, on l'a intériorisé. Là. Mais en tout cas, moi, le déclic, quand j'ai compris c'était quoi l'effet de levier, je me rappelle, j'ai pris un morceau de papier blanc, puis j'allais montrer à un de mes meilleurs chums. Je disais, hey, toi, t'avais-tu compris ça, que c'était possible? Parce que moi aussi, au début, je me rappelle, il y a peut-être 15-20 ans, je comprenais pas. Tu sais, j'ai une famille pauvre, on n'avait pas d'argent, personne n'avait de l'immobilier, mes parents n'ont même jamais eu une maison. Là. On était locataires toute notre vie, essentiellement. Puis je comprenais pas. Je me disais, mon Dieu, comment que les gens font pour épargner assez d'argent, épargner 100 000, 200 000 pour acheter un immeuble? Tu penses qu'ils ont tout épargné? Là? Mais là, le monde, ils ont 15 immeubles. Ils ont fait ça comment? C'est pas tous des médecins spécialistes. Là. Il y a de quoi, j'ai pas compris. Puis là, t'entends les Kiyosaki ou les barbiers riches ou tout ce monde-là dire arrêtez d'acheter du café dans un café à 5$. Puis là, ben, moi, je suis mathématicien, fait que je fais le calcul, je suis comme calvaire. Tu sais, comme, je bois pas. Si tu bois pas 1000 cafés par jour. Je bois pas 50 cafés par jour, là, au Starbucks, là. Même si j'arrêtais d'aller au Starbucks, ça va pas changer grand-chose. Fait que là, je voyais que couper dans mes dépenses, ça allait jamais changer rien. Tu sais, comme, ça allait me permettre de m'acheter un immeuble de plus aux 25 ans. Fait que là, je suis comme, OK, c'est pas ça la solution. C'est quoi, je comprends pas? Qu'est-ce qui me manque, tu sais, comme dans l'équation? Et là, l'effet de levier, le concept d'être capable de dire, OK, je suis capable, d'avoir une mise de fonds. Mettons, je réussis à avoir ma mise de fonds, parfait, mais ça va tout prendre pour en avoir une, puis on oublie ça d'en avoir d'autres, là, je vais être brûlé, là, tu sais. Oui. Mais je peux acheter un immeuble, je peux améliorer cet immeuble-là, puis après ça, je peux donc augmenter sa valeur et me refinancer à une plus haute valeur. Mon immeuble va être toujours rentable encore, puis je vais pouvoir ressortir ma même mise de fonds, puis en racheter un deuxième. Et là, je suis comme, OK, l'effet composé de ça, ça doit être... C'est là que tu fais l'équation mathématique. Tu dis, OK, mettons que ça me prend 3 ans. Je sors ma mise de fonds dans 3 ans, puis là, après ça, je peux acheter un deuxième bâtiment. Puis disons que ça prend un autre 5 ans, puis là, je peux ressortir la même mise de fonds du deuxième bâtiment, puis je peux même sortir l'équivalent de la première mise de fonds du premier bâtiment. Ça veut dire que dans 5 ans, je peux acheter 2 bâtiments. Là, je passe de 1 à 2 à 4 après 8 ans. Mettons un autre 5 ans, 13 ans. Je suis rendu à 8 bâtiments. Et là, le déclic est arrivé.
Moi, ça a été ça mon déclic en immobilier. L'effet domino. Là. Mais ça, cet effet-là, tellement peu de gens la comprennent. Là. C'est fou, là. On n'est pas enseigné l'effet de l'intérêt composé. Tu sais, Warren Buffett qui vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite je pense, à 93 ans. Puis c'est drôle parce que je dis toujours que c'est mon idole. Puis un de mes investisseurs dans Sherbrooke qui m'a envoyé un message, Louis-Philippe, il me dit hey, t'es bon, Nick, il te reste encore 53 ans d'abord à travailler, tu sais, puis à gérer notre société immobilière. Mais tu sais, il a toujours dit que c'est la 8e merveille du monde, c'est le rendement composé. C'est ça qui est fascinant, c'est que à l'école, ils t'apprennent vraiment pas ça. Non. Ils t'apprennent pas la valeur de l'argent dans le temps. Non. Ils t'apprennent pas les effets de levier. Ils t'apprennent pas comment le monde réussisse pour s'enrichir. Là, mais la table des matières en chimie, ça, on le sait. On le sait, là, mais en chimie physique, là, mais je me rappelle même pas c'est quoi. Hey, salut, je vous dérange 2 secondes durant cet épisode. D'ailleurs, merci beaucoup de nous écouter. On le fait pour vous. Et c'est très, très rare que je vous demande quelque chose, mais voici le temps arrivé. Je vous demande une petite chose, c'est de vous abonner sur votre plateforme préférée de podcasting pour être sûr de toujours recevoir les nouvelles épisodes. Ça fait plus de 8 ans qu'on produit ça pour vous. Ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, de la coordination. Et on le fait parce qu'on veut être sûr que même si vous n'avez pas d'argent présentement pour investir dans votre formation ou que le timing n'est pas bon ou vous n'êtes pas encore rendu là, bien, vous êtes capable quand même de vous inspirer, de vous éduquer puis d'avoir des modèles. Donc, pour nous encourager à le faire, on vous demande juste une petite chose. Ça prend 3 secondes. Assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme préférée pour être sûr qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, vous le recevez. Merci et bonne continuité dans l'épisode. C'est justement, je trouve qu'on perd un petit peu collectivement en montrant pas au monde comment créer de la richesse, parce que collectivement, c'est comme ça qu'on devient riche. Ouais. Économiquement, que ce soit l'Argentine, Venezuela, c'est pas les systèmes économiques qui fonctionnent, c'est ceux qui créent de la richesse à l'interne. C'est pas en donnant plus de loyers subventionnés, en donnant plus de services, que collectivement, on va s'enrichir. Je te dis pas de pas en avoir, sauf que si ensemble, collectivement, on prend le pétrole canadien, on va l'exploiter, on fait des produits dérivés. Ça va créer de la richesse collectivement. Ouais. Ce qu'on fait, toi puis moi, en immobilier, qu'on redonne une seconde vie à des immeubles, bien, collectivement, ça crée de la richesse. On achète des matériaux, on fait runner l'économie, on fait travailler du monde, on upgrade des immeubles pour qu'ils soient en meilleur état. Ça fait rouler l'économie. Ça crée de la richesse. Fait que je pense que collectivement, on a intérêt à s'éduquer davantage pour devenir plus riche. Absolument. C'est c'est ça la mentalité des gens, je pense. On a beau, tu sais, là, on parle de crise du logement, puis d'inégalité sociale et tout ça, mais ça part tout de notre culture, notre mentalité. Puis tu sais, tu disais même, dans ce que tu disais, là, je pensais à la fois que je t'ai croisé à pied. Là, je m'en allais à l'aréna voir mes filles patiner. Là. Je travaillais sur un de tes immeubles, mais de donner une deuxième vie à un bâtiment, là, tu sauves la planète. Là, ça a l'air farfelu de dire ça. Là. Puis on dirait de l'hyperbole, mais carrément, tu sauves la planète. Ce bâtiment-là, c'est un beau bâtiment d'ailleurs que tu as acheté. Je suis un peu jaloux. Je l'ai vu passer trop tard. Tu avais déjà une PA acceptée dessus. Mais c'est un beau bâtiment. Tu lui as donné une deuxième vie. Ce bâtiment-là, il va probablement durer encore bien des années. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de gaspiller ces matériaux-là, les mettre à terre, aller chercher d'autres matériaux pour construire d'autres. Mais c'est des choses importantes. Puis juste de parler comme ça, c'est un changement de mentalité. Parce que dans la société, en tout cas québécoise, quand tu parles d'immobilier au commun des mortels, il n'y a personne qui va parler de « Ah, oui, on peut sauver la planète, on peut aider les gens, on peut s'aider soi-même. » Non, on va souvent aller vers le négatif de « Ah, le capitalisme, puis vous profitez sur le dos du monde. » C'est plus facile de chialer que de changer le monde. Fait que Puis comme tu disais, à un moment donné, le monde, ce qu'il voudrait, c'est encore payer un logement de 600-700 $, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le logement qui est 600-700 $, il est en décrépitude. Puis il n'y a pas d'entretien qui va se faire. Exact. Puis les conditions de salubrité vont détériorer. Fait qu'à un moment donné, on a à se poser la question collectivement, c'est quoi exactement qu'on veut? Moi, je sais que ma croyance personnelle, je préfère que collectivement, qu'on crée de la richesse, puis que nos revenus augmentent. Je comprends que ça peut être du wishful thinking de dire ça comme ça, mais moi, je focuserais davantage sur ça
d'alourdir l'État, parce qu'on ne se le cachera pas, que ce soit les soins de santé, les soins scolaires ou les investissements privés, l'État ne se débrouille pas nécessairement très, très, très bien. Je te dis pas que je ferais mieux qu'eux autres, sauf que moi, je sais qu'à un moment donné, quand un concept ne marche pas, faut que tu commences à regarder ailleurs puis te questionner sérieusement sur comment que tu vas faire pour améliorer les choses. La folie, c'est de répéter la même chose puis s'attendre aux mêmes résultats. Exactement. Fait que, tu sais, c'est dur. Le système démocratique est le meilleur système qu'on a jamais eu sur Terre. Jusqu'à date. Jusqu'à date. Mais il y a des faiblesses. Oui. Il y a des faiblesses. C'est loin d'être parfait, comme le capitalisme. Exact. C'est loin d'être parfait, mais à date, c'est le meilleur système qu'on a trouvé. Exact, parce que, faites juste parler du monde qui ont vraiment vécu dans un système communiste. Le feedback est plutôt négatif. Il n'y a personne qui a de bon à dire. Là. Personne. L'idée de base est super. C'est un peu comme Jésus. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Puis c'est pas exactement ça qui est arrivé. Mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu prends ce système-là, tu dis, OK, il n'est pas parfait, mais c'est le meilleur qu'on a. Puis après ça, comment on fait pour le faire évoluer dans le temps? Non, ça, c'est clair. Là. C'est tellement un point clé, puis je trouve ça, moi aussi, je trouve ça fascinant. Puis, tu sais, juste ton point sur créer de la richesse, c'est un autre point important, tu sais, qui s'attache un peu à ma première réflexion il y a 15-20 ans, d'essayer de sauver sur un café, mais moi, je me suis tout le temps concentré plutôt à générer. Je me suis tout le temps dit, je vais créer tellement de valeur dans la vie, je vais devenir tellement une personne de valeur que je vais augmenter les chances que je capture également de la valeur pour moi-même économiquement parlant. Oui. Parce que je crée de la valeur pour d'autres. C'est ce qui est arrivé, finalement, dans ma vie. Carrément, ça a l'air ésotérique, là, mais c'est vraiment la réflexion que j'ai eue. Puis c'est là-dessus que j'ai travaillé mentalement et spirituellement dans ma carrière d'entrepreneur puis d'investisseur. Puis on parle de l'abordabilité du logement. Personne ne parle des salaires. Non. On parle tout du côté du logement. Mais aujourd'hui, là, on virera ça d'autant de bord qu'on veut. Là. Un 2 par 4, ça coûte ce que ça coûte. Du béton, ça coûte ce que ça coûte. La main-d'œuvre coûte ce que ça coûte. C'est sûr qu'on pourrait probablement réduire le coût de construction en réduisant toutes les choses que les villes nous chargent, les différents permis, les différentes pénalités, les différentes primes qui existent. C'est sûr que si on n'avait pas des institutions aussi lourdes et parfois inefficaces ou inefficientes, pour ne pas nommer les CCQ, les RBQ, les CNSST, j'en passe. Puis je ne suis pas anti-institution. Je ne suis pas anti-gouvernement, je ne suis pas anti-institution. Je trouve que des fois, par contre, on perd d'efficience. On pourrait réduire effectivement les coûts. Mais même en faisant tout ça, même en construisant plus, en réduisant les coûts, il y a quand même un autre côté de la médaille qui est vraiment aussi importante. Qu'est-ce que le monde gagne dans la vie? Qu'est-ce qu'ils gagnent au brut? Fait que les salaires. Puis aussi, comment que les gens gèrent leur vie? On parlait d'apprentissage à l'école. 99% du monde, je suis convaincu, je mettrais ma main au feu, là, ont aucune idée comment gérer un budget familial. Aucune idée. Mais non, mais aucune idée. On le voit par... Fait que le monde gagne les salaires. Les salaires n'augmentent pas et les gens ne connaissent pas la discipline financière et l'intelligence financière. Fait qu'à la fin de la journée, il reste quoi? C'est drôle, j'arrive au doigt du milieu. Il reste quoi pour payer leur loyer? Fuck all, pas grand-chose. Exactement. Exactement. Puis même si tu commences à regarder le pouvoir d'achat, mettons, depuis les années 75, on a pratiquement une décroissance de 6 à 7 %. Fait qu'en réalité, tranquillement, on s'appauvrit avec le temps. Mais par l'éducation, par la soif d'apprentissage, en réalisant certains concepts économiques. L'ouverture d'esprit aussi. L'ouverture d'esprit, tu es capable de changer. Tu sais, on est maître à bord de nous-mêmes. Fait qu'on est maître de notre futur. Il y a un paquet de choses qu'on ne contrôle pas. La vie, c'est un peu le chaos, désolé. Mais tu sais, que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quelle autre entreprise, c'est toujours un petit peu chaos. Puis ta façon d'être capable de t'adapter rapidement, c'est ça qui fait d'augmenter tes chances de survie. Puis c'est la même affaire économiquement présentement. Quelqu'un qui dit, ben OK, c'est la responsabilité du gouvernement de s'assurer de mon futur, je pense qu'il se ment à lui-même. C'est sa responsabilité à lui de dire comment je vais faire pour assurer mon futur, comment je vais faire pour atteindre mes objectifs.
Fait que chacun doit être responsable de ça. Puis c'est ça que je reproche un peu présentement, c'est que je sens que collectivement, il y a un haut pourcentage de monde qui donne la responsabilité au gouvernement de s'assurer qu'ils peuvent se loger adéquatement, qu'ils peuvent manger adéquatement. Ben moi, je suis comme excusé, mais je suis pas d'accord que ce soit entièrement leur responsabilité. Parce que dans l'histoire, plus les gouvernements ont pris de responsabilités, pire les choses ont été. Fait que je vois pas cette voie-là comme étant un succès. Je suis même pas capable de nommer un pays qui a eu du succès en faisant cette approche-là. Mais je peux t'en nommer une dizaine qui ont pris cette approche-là et qui se sont plantés. Fait que je pense pas qu'il y ait beaucoup de succès là-dedans. Je pense que c'est chacun sa responsabilité de s'éduquer, d'améliorer sa situation, puis d'être stratégique. Mais c'est le point important, la responsabilisation personnelle. Ça, là, wow, tu sais, si je pouvais changer une chose dans la société, puis au moins au Québec, là, c'est que ça devienne la bannière qu'on fait survoler par-dessus tout. Tu sais, de comprendre, puis d'amener tout le monde à comprendre là, vous êtes responsable de votre vie individuellement. Oui. Puis ça n'enlève pas la conscience collective, puis la responsabilité collective qui naît de tout ça. Tu sais, moi, je pense que tout le monde qui devient riche ont également une responsabilité personnelle envers la collectivité de redonner, d'aider. Oui. Je pense que c'est important d'avoir un filet social. Je ne suis pas quelqu'un qui est libertarien ou républicain ou hyper conservateur. Je pense que je suis quand même, d'un point de vue politique, assez centriste. Je pense que c'est un peu comme Spider-Man, là, dans le film Spider-Man, avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités. Je pense que c'est ça qu'ils disent. Puis pour moi, ça, c'est important dans la vie. Je me considère chanceux, moi. Tu sais, les gens vont dire, ah, mais le succès, non, c'est pas de la chance, puis il faut pas dire ça. Oui, mais moi, je me considère chanceux. J'aurais pu naître une chèvre ou un babouin ou ne pas naître. Hein? J'aurais pu finir dans un Kleenex. Je suis né. Moi, Nicolas, la personne est née. J'aurais pu avoir d'autres parents ou j'aurais pu avoir pas de parents. J'aurais pu naître en Afghanistan dans le milieu de nulle part. Je suis né au Québec. Fait que je me considère chanceux quand même, statistiquement parlant. C'est incroyable à quel point je suis chanceux d'être là aujourd'hui. Je suis probablement au moins aussi intelligent que la moyenne, peut-être plus. J'ai probablement autant d'énergie, sinon plus que la moyenne. Fait que c'est une chance, parce que j'ai rien fait pour mériter ça. Tu sais, comme, je veux dire, à 5 ans, tu le voyais que j'étais peut-être un peu plus curieux, un petit peu plus avancé intellectuellement, un peu plus énergique que la plupart des jeunes. Mais je suis chanceux, j'ai rien fait pour ça. Je suis comme je suis. Et j'ai quand même la responsabilité, moi, d'utiliser ça à bon escient. Puis j'ai la responsabilité de ma vie, mais je pense aussi qu'ailleurs réussi, puis ailleurs peut-être un peu plus, mais j'ai aussi une responsabilité envers d'autres que peut-être ils ne l'ont pas eu cette chance. Il y a du monde qui sont nés, qui sont moins intelligents que d'autres, puis ils vont toujours l'être, peu importe. Oui. Il y a du monde qui ont moins d'énergie, il y a du monde qui ont des problèmes de santé, il y a du monde qui ont des handicaps, ou whatever. Puis je pense qu'on a une responsabilité quand même envers ces gens-là, mais avant tout, ces gens-là et nous, on a une responsabilité envers nous-mêmes. Puis ça, c'est trop facilement dispensé dans notre société aujourd'hui. On est quand même très victimisant comme société de comme ouais, mais là, tu sais. C'est facile de jouer la victime, c'est ça qui arrive, parce qu'en réalité, je te rejoins à 100%. Juste le fait que nous, on est unique, qu'on soit au monde, c'est une chance sur des milliards. Ça peut pas être reproduit. On est tous uniques. Juste en acceptant ce fait-là, en disant t'es unique, ben tu peux pas être égal. Toi puis moi, on n'a pas la même grandeur, même couleur de cheveux, on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes défauts. J'ai pas tes yeux, tu sais. C'est ça. Je pognerai jamais pour mes yeux, là. À moins que quelqu'un aime les yeux vraiment foncés, tu sais. Ben ça dépend dans quel pays tu vas, mais c'est ça. Fait que, tu sais, tu peux pas être égal. Ce concept-là est un petit peu abstrait et bafoué. Ça veut pas dire de pas aller chercher des consensus, puis de pas s'entraider, puis On mélange beaucoup égalité et équité. Exactement. C'est comme l'égalité d'opportunités versus les résultats. Il faut que tout le monde ait accès aux mêmes opportunités. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça va donner le même résultat. Puis c'est pas vrai qu'on mérite tous le même résultat à la fin de la journée. Non. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai pas des meilleurs résultats que toi, je peux pas aussi t'aider
pour venir compenser d'une certaine part. Parce que, tu sais, moi, la façon que je vois, je pourrais jamais, même si j'aime beaucoup tes qualités, je pourrais jamais devenir toi. J'ai pas... on est totalement différents. Sauf que il y a des choses que tu m'as appris, il y a des choses que tu vas m'apprendre, il y a des choses que tu vas m'inspirer, puis ça va, moi, m'améliorer en tant que personne. Fait que c'est plus ça qui est important pour chaque individu. Ouais. Tu sais, une personne, comme tu disais, qui a eu des désavantages, tu sais, tout le monde aimerait ça, être le plus beau, le plus fin, le plus intelligent. Ouais. C'est pas tout le temps le cas. On a certaines limitations, mais après ça, c'est d'être stratégique, puis de trouver des solutions, puis être capable de s'amener à un autre niveau. Tu sais, je lisais un livre, puis il parlait d'enfants de 6 ans qui se sont lancés en affaires. Ah ouais? Dis-moi, ça m'a pris quasiment 42. À un moment donné, j'ai quoi apprendre de cette personne-là? Ouais. C'est qu'à un moment donné, elle a pris son courage à deux mains, puis elle a foncé, puis elle n'a jamais arrêté. Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de le faire. Comme tu le dis tout le temps, puis je trouve que c'est vraiment intelligent de le voir comme ça. C'est quoi tes blocages? Ouais. C'est quoi qui fait que tu n'avances pas? Puis à un moment donné, quand tu as débloqué à certains endroits, puis tu as fait des gros leaps dans ta vie, puis là que tu échanges avec les autres, là, je suis ouvert à voir que, ouais, effectivement, cette personne-là, elle a tel blocage, tel blocage, tel blocage. Puis après ça me ramène à moi de dire, toi, c'est quoi tes blocages? Ouais. Fait que cette discussion-là, au début, j'apprenais comme un grain de sel, un peu, c'est quoi tes blocages? Je trouvais ça un peu cucu, mais avec le temps puis la réflexion, j'ai compris que c'est tellement profond, même si ça a l'air simpliste d'emblée, que tu dis non, OK, c'est quoi mes blocages? C'est quoi? Pourquoi que j'avance pas sur tel sujet? Pourquoi que ça marche pas? Puis prendre du temps à mijoter, à trouver la réponse en dedans de toi, tu dis OK, pourquoi que ça gosse? Pourquoi que c'est pas fluide? Pourquoi que ça marche pas? Exact. Puis après ça, mener de découvrir c'est quoi le problème. C'est là que ton sentiment de réalisation il entre en jeu. Puis là, tu dis, hey, j'ai vraiment fait un step de géant. J'ai réalisé c'était quoi mon blocage, puis j'ai réussi à le contourner. C'est un concept d'ingénierie, en fait, le reverse engineering, très utilisé dans les usines, dans ce qu'on appelle du throughput, d'augmenter la capacité de production d'une usine ou d'un système industriel. Tu commences toujours par en arrière puis tu dis OK, ben c'est quoi les bottlenecks? C'est où est-ce que ça jamme? Puis ta job, c'est juste d'essayer d'enlever chacun des bottlenecks, chacun des blocages, puis ça va couler naturellement. Tu sais, moi, c'est comme ça que je pense souvent. Puis quand j'enseigne ou quand je vais coacher ou accompagner quelqu'un, moi, je pars tout le temps de ça. En ce moment, c'est où est-ce que ça jamme? Puis c'est là que tu es capable de l'aider. Puis l'autre chose qui me vient en tête dans ce que tu viens de dire aussi, je pense beaucoup aussi à, tu sais, l'histoire là, du « Ah, mais lui, son père, il est riche. » Moi, mon père était pauvre comme ça se peut pas. J'ai été obligé de refuser l'héritage, essentiellement, là, parce que c'est moi qui payais. Mais, tu sais, on va souvent dire « Ah, ouais, mais lui, j'en ai des amis que leur père est riche. Là. J'ai des amis que leur famille sont très, très riches. » Puis ça aussi, dans la mentalité, tantôt, de victimisation que tu disais, dans la mentalité de culture québécoise, c'est facile d'aller dire « Ouais, mais c'est pas parce que son père est riche ou sa famille était riche que nécessairement il va avoir du succès. » Même que les statistiques sont assez accablantes par rapport aux enfants des gens riches. Souvent, ça t'offre pas 3 générations qui disaient... Exact, ça t'offre jamais 3 générations. Parce que, tu sais, moi, le fait que j'ai grandi avec pas beaucoup, puis j'ai été obligé de tout bâtir, puis tout découvrir, puis être débrouillard, puis résilient, ça fait que j'ai ça. Mon fils, en ce moment, il n'y aura pas cette chance de ma malchance. Tu comprends? Lui, il a la malchance de grandir avec un père qui a beaucoup de succès. Il a une vie, une jeunesse beaucoup plus douillette que la mienne. Quand il va vouloir partir, il va partir déjà avec une longueur d'avance parce qu'on l'envoie dans les meilleures écoles. Il n'aura pas besoin de se demander comment il va faire pour manger dans le début de sa vingtaine pendant qu'il essaie de partir sa vie. Il va probablement même partir une business. Sûrement que je vais l'aider à partir sa business financièrement, ce que je n'ai pas eu. Mais ça amène l'autre défi. Fait qu'à la fin de la journée, ça revient à la responsabilité personnelle. Il va devoir se responsabiliser personnellement, peu importe, comme je l'ai fait, comme tu l'as fait, comme n'importe qui doit le faire, que tu sois d'un background pauvre ou riche, à la fin de la journée, même, je pense
qu'un background pauvre, c'est un avantage concurrentiel. C'est Ouais, pas le fun. Ça fait du sens. Tu m'obligerais à le choisir. Je ne sais même pas si je le choisirais, mais la vérité, c'est que c'est un cadeau un peu. Ouais. C'est un cadeau. Mais comme tu dis, tout dépend de son attitude. Si pour lui, vu que la barre est haute, il va prendre ça comme un levier de motivation, Ouais. qui va aller chercher les ressources que tu vas mettre à sa disposition, qui va aller s'abreuver de toute ton expérience et son apprentissage, qui va développer, agrandir son réseau à travers le tien. Ben, ça peut donner des leviers à atteindre des niveaux. Clair, ça peut l'aider. Mais même en réussissant, les gens vont toujours quand même dire mais son père était riche. Puis amener la critique des autres, c'est tout le temps relatif parce qu'on disait tantôt qu'on est unique, mais tu peux pas comparer avec personne. Ben non. Fait que, tu sais, quand tu dis, lui, souvent, c'est une façon pour se faire sentir bien. Ouais, mais lui, on se bat. Tout à fait. Tu as mis le doigt dessus. C'est une victimisation, finalement. Exact. Parce que c'est une façon de faire mais tu sais, on sait bien, tu sais. Ah, c'est ça. C'est important d'avoir ces discussions-là, puis c'est drôle parce que je suis convaincu qu'il y a du monde en ce moment qui nous écoute puis se disent je pensais pas entendre ces discussions-là de propriétaires de blocs. Hein, de propriétaires véreux. Oui, c'est ça. On est juste des véreux. On veut juste faire le plus de cash possible sur le dos du monde, puis on s'en fout. Puis on est cave. On est juste des gros épais qui se promènent en gros pick-up puis qu'on collecte nos loyers. Hein. Mais c'est surprenant. Puis c'est ce que j'aime tellement du monde de l'investissement immobilier. C'est qu'à la fin de la journée, il y a du monde qui sont à temps plein là-dedans, comme moi je le suis. Il y a du monde qui sont à temps partiel ou à temps perdu. Mais c'est un beau domaine. C'est un domaine qui attire vraiment une variété de gens avec des ambitions différentes, des motivations différentes. Mais à la fin de la journée, c'est un domaine vraiment important. On est aussi important que les agriculteurs. Puis j'entends personne bâcher sur les agriculteurs. Là. Jamais. Puis je pense que c'est important qu'on le dise. Que si tu es investisseur immobilier, que tu aies juste un petit plex ou que tu sois investisseur passif dans un projet ou que tu aies 50 immeubles, c'est important ce qu'on fait. C'est important ce travail-là. Puis tant mieux si on s'enrichit, puis tant mieux si on bâtit notre sécurité financière. Parce que c'est pas mal. J'aimerais mieux qu'il y ait plus de monde qui ait une sécurité financière parce qu'on va avoir une meilleure société. Mère Teresa, elle disait tout le temps ça. Tu veux changer le monde, commence par balayer ton entrée de ta maison. C'est un peu ça. Combien de gens qui sont des activistes ou dans des groupes là, pour améliorer la société, puis l'équité, puis ci, puis ça, puis ils n'ont même pas commencé par eux-mêmes. Fait que prends tes propres responsabilités en place, puis après, tu vas pouvoir aider les gens. Comme dans les avions, ils disent tout le temps, tu es avec ton enfant, mets ton masque pour pouvoir t'occuper de ton enfant par la suite et l'aider. Exact. Puis c'est pour ça que je reviens un peu à la création de richesse, c'est que au lieu de revendiquer des loyers subventionnés, si je génère de plus en plus d'argent, puis je rends du monde autour de moi davantage riche, je pense que j'ai plus d'impact que juste la personne qui a essayé de dire, regarde, on va subventionner 4 % de la population au détriment de 96 % de la population. Je pense que ça a beaucoup plus de logique de dire, je vais enrichir 4 % de la population, mais pas au détriment de... Puis on va le rendre tellement facile que ça va peut-être encourager la population finalement à ce qu'il y ait un autre 4 % puis que finalement on soit à 8 parce que là, on encourage le monde à pas essayer. Puis je ne dis pas que tout le monde qui est là-dedans n'a pas essayé. Il y a du monde qui ont des situations très particulières, mais il faut faire attention. Au UK, en Angleterre, mon père était moitié anglais, puis il a grandi en Angleterre. Ils ont créé essentiellement une couche de société carrément de BS. C'est connu. C'est connu là-bas. Puis nous, on s'est un peu inspiré d'eux autres. Oui. On voit beaucoup aussi dans les îles, exemple les îles françaises, les choses comme ça, où les gens sont comme c'est tellement facile à avoir de l'argent du gouvernement, puis j'ai le même argent que j'aurais si je travaillais comme un débile pendant 45 heures semaine que... C'est tellement désavantageux pour sortir de ça. Pourquoi j'irais travailler, finalement? Puis en plus, je suis imposé, tu sais. Fait que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis mon dernier point dans la discussion, c'est, tu disais tantôt, tu avais oncle, père un peu dans l'immobilier. Est-ce que comme investisseur immobilier, comme propriétaire de bloc, est-ce que ton entourage comprend ce que tu fais, pourquoi tu le fais? Oui. Ouais? C'est sûr qu'ils sortent carrément d'une autre époque. Là. On recule de quelques décennies.
Mais je te dirais qu'en échangeant avec eux autres, parce que c'est quand même une passion commune, Ouais. ben là, à un moment donné, ils comprennent. C'est sûr qu'il y en a que quand tu parles de stratégie de capitalisation, ouais, mais là, c'est risqué. Mais... Oui, parce qu'ils ont connu les taux d'intérêt à 20 dans les années Ouais, c'est 80. ça. Puis, tu sais, t'as acheté un bloc, puis c'était cash flow positif et de beaucoup. Là, Oh, tu sais, oui. c'était une stratégie juste qui repose sur le cash flow Oh, oui. de faire un certain sens dans les années 80-90. Oh, oui. Mais Mais aujourd'hui... depuis 10 ans, l'immobilier a trop changé. Non, c'est ça. Fait que la stratégie de capitalisation a pris de l'ampleur. T'as pas vraiment le choix. Si tu achètes un immeuble, même avec 25 de mise de fonds, il est pratiquement break-even. Fait que, tu sais, t'es obligé de t'adapter. Puis c'est là un peu que je reviens à dire, s'adapter au chaos, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, tu as un appartement qui se loue pas. Bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour... je peux avoir différentes options. OK, je pourrais le diviser en chambres, je pourrais faire telle affaire, je vais adopter telle stratégie. Puis là, tu te retrouves avec un loyer qui s'est rentabilisé puis qui fait du sens. Fait que c'est la même affaire quand on achète un immeuble, on trouve une façon que ça fasse du sens. C'est exactement ce que tu fais à plus grande échelle puis à création de valeur extrême. Sauf que tu t'es cassé la tête à dire qu'est-ce que je peux faire avec cet immeuble-là pour faire du sens? Parce que probablement que la plupart de tes deals, si tu les aurais pris très nickel, ben c'est... Pas pour rien que j'achète que le monde n'achète pas, hein? T'as encore 4 blocs, là, tu sais. C'est ça. 4 blocs vite. Ouais, c'est ça. Fait que mener, c'est là la créativité rentre en ligne de compte. C'est là que faut t'apprendre à te dépasser. Puis Absolument. faut t'ailler la soif de l'apprentissage. Là. Ouais. Hey Joe, ça a vraiment été une belle discussion, honnêtement. Je pense que c'est un des RSI les plus profonds qu'on a fait. Fait que Merci à toi, Nick. falloir qu'on te réinvite, puis on va se revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que moi. Et bien sûr, allez sur mrex.co/podcast. On vous donne constamment des cadeaux là-dessus, même si vous êtes déjà allé dessus une fois, 2 fois, 3 fois. L'idée, c'est qu'on veut remercier vous, les gens qui écoutent ou qui visionnent ce podcast-là. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous inscrire au Collège MREX, que ce soit dans le certificat en ingénierie financière, définitivement la formation que tout le monde en immobilier devrait faire, ou que ce soit dans un autre des programmes que nous offrons, parce que vous avez déjà fait le certificat en ingénierie financière. Arrêtez d'attendre à demain, arrêtez d'attendre à dans 1 an, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans. En immobilier, la seule chose qui joue contre vous, c'est le temps. Alors, on se voit bientôt au collège, et sinon, je vous vois lors d'un prochain épisode.